Second poteau, Pavard. Bonjour à tous et bienvenue dans En Première Intention, émission du vendredi 25 mars. Et j'ai, comme la semaine dernière, à ma droite Aurélien. Pardon. Pardon. Oui, on va en parler, t'inquiète pas, c'est ce JD, il y a des choses... Bonjour à toutes, à tous et... Nous sommes en deuil aujourd'hui. Allez. Et une personne en deuil à ma gauche, j'ai Théo qui fait son retour pour la semaine dernière. L'ambiance est tout aussi folklorique de l'autre côté, Lorenzo. C'est difficile. Ouais, Il y a des jours avec, mais là on est définitivement sur un jour sans. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ouais, c'est dur. Et oui, c'est vrai, évidemment, on va parler de l'Italie lors du débat. Aujourd'hui au programme, les news extraordinaires, le top flop, le débat sur l'Italie. Comment expliquer cette déroute après à peu près 6 ou 7 mois après la victoire à l'Euro, la déroute face à la Macédoine du Nord et donc l'Italie qui n'ira pas à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il y aura dans le match à voir du week-end le match de l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire, on va en parler très rapidement et on finira par le quiz. On commence donc avec les news. Donc on commence par la Ligue 1. Un accord a été conclu entre la LFP, les clubs de Ligue 1 et le fonds d'investissement CVC. Les clubs du championnat de France vont toucher au total 1,130 milliards d'euros. Cette somme va être répartie entre les différents clubs. Le PSG devrait toucher 200 millions d'euros. Un deuxième groupe de 6 clubs va toucher au moins 80 millions d'euros. Il s'agit de l'OL, l'OM, Nice, Lille, Rennes et Monaco. Et parmi eux, les deux Olympiques qui devraient avoir un petit peu plus, genre 80-90 millions d'euros. Et les 13 derniers clubs devront toucher 33 millions d'euros chacun. Donc a priori, c'est une bouffée d'air pour les différents clubs après le Covid et le fiasco Mediapro. Mais est-ce que c'est vraiment une bouffée d'air et c'est une bouffée d'air à quel prix Alors, c'est une bouffée d'air, oui. Mais c'est une bouffée d'air, comme tu as bien... Énuméré. Voilà, merci. Et comme c'est l'émotion, je crois que je n'en peux plus. Comme tu as bien énuméré les sommes, on voit bien que en fait, ce qui va se passer, c'est que l'écart il va être grand, alors que les droits TV actuels, c'est un peu réparti de manière équitable. Hormis les clubs que tu as cités, tous les autres, ils vont avoir 33 millions. Le PSG qui va donc recevoir 200 millions, sachant que il y a une réforme du fair play financier qui va arriver où tu auras le droit de dépenser autant que tes revenus et pas ton... Donc alors là, avec tout l'argent qu'ils vont grappiller, ils vont balancer le PIB du Gabon sur 2-3 joueurs, ils vont pas faire de direction sportive comme d'habitude. Mais non, sûrement qu'on verra un gap se creuser et en fait, peut-être le gap le plus malheureux, c'est-à-dire pas le gap entre le trio de tête, mais un gap entre la première moitié de tableau et la deuxième moitié de tableau, où pour essayer de franchir l'ascenseur social, celui-ci, un peu comme à l'image de notre société, va être fortement bloqué. Et les inégalités en Ligue 1 qui se creusent encore un petit peu plus avec cet accord, mais bon, ça quand même peut faire pas mal de bien finalement. Non, puis ça fait du bien à des clubs. Moi, je pense à l'OM qui ne peut que se réjouir de ce genre de mesures. Tu as leur nouvel équipementier qui vient d'être annoncé aussi, Kazoo, et là, tu prends 90 millions d'euros. Moi, je pense vraiment à ce top 4 là qui représente la France en Europe, en Ligue des Champions. On est parfois limité dans nos moyens, parfois limité dans nos intentions, parce que bon, Aurélien le souligne très justement, le Paris Saint-Germain, à part payer le salaire de Dembélé, Dybala ou Pogba, puisque je parie qu'il y a l'un des trois qui va arriver sur Paris, c'est obligatoire, on va encore avoir une direction sportive cataclysmique, donc c'est certain qu'il va y en avoir un des trois qui va arriver. Pour les autres, ça fait quand même beaucoup de bien. Rennes qui va peut-être avoir l'étoffe d'un vrai challenger européen avec un effectif digne de ce nom. Monaco qui pourra peut-être éviter des déconvenues face à Braga. Donc non, globalement c'est intéressant. Le seul bémol que je mettrais peut-être, c'est cette différence drastique entre le Paris Saint-Germain qui en prend 200 et les 13 autres clubs qui en prennent que 33. Je ne suis pas sûr que ça remette les comptes à zéro pour 13 quand même équipes de Ligue 1. Surtout que le PSG en a forcément un peu moins besoin évidemment que les autres clubs. Ça pourra toujours faire leur pelouse pour éviter de leur prêter le stade au FC Versailles. Le petit tacle. C'est le tacle que Jorginho devait faire. Pardon, ça y est. Oh, quelle passivité. Quelle passivité. Gardez vos forces pour le débat. On passe à la deuxième news. Tremblement de terre à Clairefontaine. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais ce qui s'est passé mardi dernier au centre d'entraînement. Il y en a vraiment eu un en Corée du Sud, je crois. Donc, attention. Ce qui s'est passé mardi dernier au centre d'entraînement des Bleus est loin d'être anodin.
Kylian Mbappé a décidé de ne pas participer à une journée consacrée aux sponsors de l'équipe de France, une décision prise afin de contester la gestion collective du droit à l'image chez les Bleus. Noël Le Graët en personne a essayé de faire changer d'avis le joueur parisien, mais rien n'y fait. Kylian Mbappé veut renégocier la convention relative à la cession du droit collectif à l'image que chaque international signe avant sa première sélection et qui contient notamment des obligations vis-à-vis des partenaires et des sponsors de la FFF. Donc là, c'est quand même pas banal ce qui vient se passer pour l'équipe de France et pour Kylian Mbappé qui a fait quand même une action coup de poing. C'est une très bonne chose. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Dans le fond, tu viens remettre en question des partenariats qui n'ont pas forcément un lien avec le sportif. Je pense à KFC. Même Volkswagen. Volkswagen aussi. Enfin, il y a tout un tas de. Autant il y a des opérations commerciales que je comprends, comme par exemple avec Carrefour où tu avais un système de Panini, tu as vraiment un lien. Tu arrives à lier l'image de marque, le football. KFC est très compliqué. À part mettre les joueurs de l'équipe de France sur un bucket, j'ai du mal à voir la continuité dans le sport. Et les paris sportifs, c'est un sujet un peu plus large, mais qui pour moi mérite aussi d'être souligné parce qu'on parle d'une drogue, pour moi, on parle d'une addiction, comme il y en a tant d'autres au XXIe siècle. Alors forcément, comme beaucoup de choses en France, quand tu te positionnes là-dessus, tu te prends une bâclée terrible. Tout le monde ne comprend pas tes faits et gestes, mais il faut toujours une première personne, il faut toujours un bouc émissaire pour faire avancer ce genre de cause. Kylian Mbappé le fait très justement. Alors après, on aime ou on n'aime pas le personnage. Il a toujours cette manière assez où il centre, où c'est vraiment le personnage central de toutes ces histoires. Il suffit de voir la BD qu'il a faite de lui, où il est le protagoniste et on n'est pas loin de se demander s'il a révolutionné le football français. Maintenant, ce dont il faut être certain, et moi, où je salue l'action de Kylian Mbappé, quand il y a des choses à faire pour mettre en avant et pour surtout remettre dans le droit chemin peut-être le football français, il prend ses responsabilités et c'est ce qu'il a fait à Clairefontaine. Même football français, football mondial, puisqu'on voit, c'est vrai que les joueurs sont quand même de plus en plus politisés. Je pense à Marcus Rashford avec le mouvement Black Lives Matter et surtout en fait récompensé par le gouvernement anglais en plus. Oui, ce qui a permis de faire tous les appels de fonds qu'il a recueillis pour donner à manger aussi aux plus pauvres et aux quartiers de Manchester United. Dont d'ailleurs les habitants ont fait une fresque à son effigie. Il y a aussi, en fait, c'est vrai que ça date pas d'aujourd'hui quand même ces dissensions entre sponsors et joueurs. On avait aussi, Antoine Griezmann avec Huawei notamment. Oui, par exemple, en fait, si tu reviens en 2013, il y avait quand Hatem Ben Arfa était à Newcastle et que Wonga, société de paris sportifs, qui est interdit par l'islam, voulait s'apposer sur le maillot de Newcastle. Hatem Ben Arfa et Papis Cissé, et je crois qu'il y avait aussi Dembaba dans le lot, ne voulaient pas. Tu avais eu cette même revendication de Frédéric Canouté quand 888.com, aussi une société de paris sportifs à Séville, où il n'était pas d'accord. Et tu avais dernièrement un dernier point, c'était Zlatan sur FIFA, où il a dit il voulait demander de l'argent en compensation, parce que c'est vrai que finalement FIFA utilise l'image des joueurs, mais sans leur autorisation, quoi. Donc pour moi ça va dans le bon sens, surtout que comme l'a énuméré Théo, il y a des il y a des sociétés qui ont rien à faire là. KFC c'est de la malbouffe, Uber Eats c'est de la paupérisation extrême sur une frange de la population qui n'a pas besoin de ça. Et au-delà de ça, après, ça pose le problème. La convention collective des footballeurs, elle n'a pas été revue depuis 1971 ou 72. Il y a pas mal de choses qui devraient être mises à jour, mais de toute façon, ça pourrait faire l'objet d'un débat évidemment dans cette émission. Non, exactement. Non, et en plus, je sais pas toi, mais c'est vrai que moi aussi, je suis hyper sensible aux paris sportifs. Je ne voudrais pas que ma personne, que moi en tant que footballeur, soit associé à Unibet. C'est parce que je le vois. Puis tu te retrouves dans un truc aussi où moi, le vrai questionnement que j'ai là, pour moi, c'est le premier arbre qui cache une immense forêt. S'il y a une vraie continuité, je pense qu'Mbappé a, pour l'instant, que ça soit sur ou en dehors du terrain, a l'air d'être assez droit dans ses actions. Peut-être qu'il va y avoir une vraie remise en question derrière. Peut-être que tu vas enfin arrêter d'avoir des sponsors complètement inaudibles ou qui n'ont aucun rapport avec le football. Peut-être qu'on va arrêter d'avoir, comme Aurélien le disait très justement, tous ces sponsors-là, que ce soit en équipe nationale ou en club, qui n'ont rien à voir avec ce sport. Maintenant, les réactions qu'on a là sur les quelques dernières heures et globalement cet argument d'Mbappé et le melon qui revient te fait dire que question mentalité, on n'est peut-être pas encore prêt à avoir du changement. Alors qu'on sait que Dieu sait que si sur toute petite amorce d'un joueur comme ça, on essaye de remettre en question la carrière d'un joueur, le jour où on va vraiment poser
les véritables problèmes du football français, on se demande dans quel état ils vont être, quoi. Oui, de toute façon, on verra si cette action aura des répercussions, que ce soit en équipe de France ou ailleurs dans le football. De toute façon, je pense qu'on en reparlera de ce sujet-là. Je pense que c'est un sujet qui mérite intéressant, qu'on pourra approfondir. Et donc la dernière news, on reste en France. Le 17 mars dernier, le tribunal de Paris a ordonné le blocage par les fournisseurs d'accès à Internet français de l'accès à des services IPTV pirates. Une décision demandée par la LFP depuis fort longtemps afin de lutter contre le streaming illégal, notamment de la Ligue 1. Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Est-ce que ça pourrait faire changer quelque chose pour le streaming illégal du championnat français notamment? Alors, coup d'épée dans l'eau, comme on sait que l'Arcom, c'est quand même la fille légitime de Adopi, j'ai peur. Même si je salue l'initiative, parce qu'on ne sait jamais où est-ce que... comment l'argent de l'IPTV atterrit. En Italie, on l'a bien vu, c'est soit dans des poches chinoises, soit voire même directement à la mafia, toute la mafia. Et quand on sait qu'il y a quand même des résidus de la pègre tout au sein de la botte, sans tomber dans le stéréotype, parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on bouffe des pizzas, des pâtes et qu'on adore jouer au parrain en disant « J'ai une proposition à te faire ». Ouais, je sais, pourtant j'ai jamais vu le parrain. Mais plus sérieusement, le problème avec ce genre de site, on sait très bien, c'est que c'est un peu comme quand tu coupes la tête de l'hydre, il y en a 10 qui repoussent, donc il faudrait un plan mondial, un nouvel ordre mondial, comme diraient les complotistes. Mais en soi, c'est bien de tenter. En fait, ne rien faire, c'est tout aussi scandaleux. Alors, c'est peut-être irréalisable, mais tentons, essayons, et si ça fonctionne. Mais bon, j'ai vu un commentaire sur Twitter, j'avais bien aimé, c'est que autant on voulait supprimer l'IPTV qui finance peut-être la mafia, autant on a Beansport qui finance peut-être le terrorisme avec le Qatar. Mais j'irai pas plus loin parce que... Non, mais ça fait sourire. Moi, tu parlais de coup d'épée dans l'eau. Moi, pour moi, j'ai vraiment plus cette image des gens qui essayent de balayer l'eau qui vient sur le sable. C'est le même mouvement, c'est la même action. Et puis surtout que c'est pas le nœud du problème. Déjà, d'un, c'est pas le milieu du problème. Et de deux, quand tu es un championnat qui est incapable de mettre en avant ton championnat, qui est incapable de le vendre, de l'exposer, que tu fais des graphiques d'un but du milieu de terrain de Wabi Kazri face à Metz parce que tu n'es pas capable d'accorder les droits pour qu'il y ait une vraie promotion sur les réseaux sociaux. Tes combats sont... Ouais, tu combats pas au bon endroit, quoi. Enfin, ravise ton champ de vision, va positionner tes pions ailleurs. Et je peux largement comprendre ce combat-là, qui est effectivement un combat assez noble. Maintenant, la réalité, c'est que c'est pas comme ça que la Ligue 1 va se porter mieux. Donc je comprends l'aspect financier, et évidemment qu'il y a une perte là-dessus. Mais le jour où on sera irréprochable en termes de droits télé, en termes d'expansion et de vision du championnat, peut-être que là, on pourra se permettre d'aller au tribunal et d'aller fanfaronner parce qu'on a empêché de financer les productions de pizza ou le terrorisme au Qatar. Donc, je salue le combat, mais encore une fois, c'était ni le lieu ni l'endroit, quoi. Non, mais en revanche, il a bien dit, en fait, le nœud du problème, ce sont les droits télé. Pourquoi l'IPTV a explosé? C'est que... les droits télé, les prix de diffusion... Voilà, si tu veux regarder tous les championnats et les Coupes d'Europe. C'est affolant maintenant. C'est entre 80 et 100 euros. Entre 80 et 100 balles par mois. Actuellement, avec toute l'inflation, tous les problèmes surtout, les gens n'apprennent pas de leurs erreurs. Enfin, je veux dire, tu as évalué ce championnat-là à plus d'1 milliard d'euros sur le projet Media Pro. Ça a duré 6 semaines. Tu as mis toute une équipe de brillants journalistes, d'une brillante régie, de réalisateurs à la rue. Et tu repars l'année prochaine avec le même fer de lance, avec le même combat. Enfin, il y a toujours pas de remise en question, quoi. Donc bon, plus d'IPTV, ok, mais comme Aurélien dit très justement, pensez aux droits télé d'abord, quoi. Ouais, il y a des problèmes peut-être plus urgents que d'essayer de stopper ça à tout prix, notamment pour la Ligue 1. C'est donc terminé pour les news. On va partir avec Aurélien pour une news extraordinaire. C'est parti. Les news extraordinaires donc, vas-y Aurélien, apprends-nous des choses. Allez, je pourrais être casté en tant que figurant dans Mandalorian parce que j'ai déjà une gueule d'alien, mais bon, en attendant, voici 3 nouvelles news extraordinaires.
763 jours après. Non, ce n'est pas le temps que j'ai mis à avoir 2 rapports sexuels lorsque j'avais encore que 18 ans, mais la durée qu'Eltanque Silva a mis pour faire trembler les filets 2 fois. Alors il y a évidemment une raison rationnelle. L'Uruguayen, bien connu en Amérique du Sud, avait été contrôlé positif à la testostérone lorsqu'il était sociétaire d'Argentinos Junior. Alors une suspension donc de 2 ans qui ne l'a pas empêché de retrouver un club, celui d'Aldo Civi dans son pays natal. Une réalisation qui a fait éclater en sanglots le petit bibou quand même. Ah, testostérone quand même. Les gens ne se donnent plus la testostérone depuis 2006. Hein. En plus, quand tu regardes la tête du gars, il est chauve, baraque, tu sens que ouais, ça se voit que t'as abusé. The Rock, c'est le catch. Mais il s'appelle El Tanque, donc voilà. Allez, encore une stat sur le Levante qui va nous permettre de rire, surtout toi Lorenzo. Ils sont sympas, c'est des amis. Voilà. Le club de Valence, actuellement lanterne de Liga avec 19 points, n'a réussi qu'à connaître la victoire que 3 fois cette saison. Alors je vais quand même faire un peu de name and shame. D'ailleurs, les heureux élus sont Elche, Mallorca et l'Atlético Madrid. Hein. Mais si je parle des Granotes, c'est pour leur maillot, bah oui. Hein. Les joueurs de champ en ont porté 4 différents, ce qui fait qu'ils ont donc eu plus de kits que de succès dans cette mouture 2021-2022 du championnat espagnol. Il leur reste donc 8 journées pour égaler, voire dépasser cette statistique un peu moqueuse. Tout ce qu'on leur souhaite. Ouais. C'est terrible. Allez, on n'a pas le même maillot, mais la même passion. En Ligue des Champions asiatiques, l'intendant de Buriram United a dû être imaginatif pour son équipe lorsqu'elle a joué face au Daegu FC. En effet, les 2 clubs ont des maillots domicile et extérieur se ressemblant un peu trop au niveau des couleurs. On est sur du bleu marine, bleu clair, du blanc, enfin voilà. Des couleurs sympas, mais pour la caméra, c'est chiant. Les Thaïlandais ont donc dû jouer avec le 2e maillot du gardien, orange, pour que la partie démarre enfin. Bref, tout un micmac pour dire qu'ils ont finalement été éliminés au tir au but et voir cette unique remise au placard, certainement. Merci à toi, Aurélien, pour ces news extraordinaires. On se dirige maintenant vers le top flop. C'est parti. Le top flop, on va commencer avec toi Théo. Après des années difficiles à Londres chez les Gunners, Pierre-Emerick Aubameyang vit une seconde jeunesse. À Barcelone, on atteste son doublé lors du Classico ce week-end. Une résurrection qu'on n'avait pas forcément vu venir pour l'attaquant gabonais. Ouais, effectivement. Émile Zola avait dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. Et il a rendu une copie extraordinaire au Classico, Pierre-Emerick Aubameyang. Et comme quoi, j'ai beau dire la semaine passée que ces recruteurs, et le disait d'ailleurs, je n'invente que dalle, hein, mais qu'à Monaco ou Lille, ça allait probablement devenir un joueur de national, et bah non, il revit, il est très à l'aise sur le terrain, le Gabonais, match extraordinaire, face à un Real assez apathique quand même, il faut le souligner. On rappelle d'ailleurs que Casemiro et Vinicius jouaient à FIFA jusqu'à 4h du matin, la veille du Classico, annoncé Luka Modric, avec notamment apparemment une réplique de Vinicius qui disait c'est le FC Barcelone sans Messi, donc il n'y a pas de souci à se faire. C'est terrible, ça rajoute encore un peu plus de piment à cette rencontre-là, surtout quand on sait que le Real avait assez dominé depuis un petit bout de temps les Classicos. Mais voilà, Pierre-Emerick Aubameyang, 2 buts, 1 passe D, pierre angulaire de cette attaque-là du FC Barcelone, et puis surtout, contrairement à beaucoup d'attaques maintenant dans le championnat, ou à l'image par exemple d'un trio de Liverpool, où tu sais que même si les places coûtent très cher, tu n'as pas l'impression qu'il y a une vraie cohésion entre les joueurs, que tout le monde veut se battre pour sa place. Il n'est pas dans cette idéologie-là quand il doit être remplacé par Ferran Torres ou quand il doit donner du temps de jeu à Memphis Depay. Donc vraiment, j'apprécie l'expérience qu'apporte Pierre-Emerick Aubameyang au FC Barcelone. Et puis évidemment, je m'excuse comme je l'ai dit en préambule de tout ça parce que il faut savoir reconnaître ses erreurs. Et voilà, mon top du week-end, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Et oui, on a tous le droit de se tromper évidemment. Ouais, non, Aubameyang qui a 7 buts en 7 matchs en Liga depuis son arrivée à Barcelone, ce qui est quand même assez impressionnant. Aurélien, avec toi, on part en Ligue 2 avec toi et tu veux nous parler du bourreau de la JOCR samedi dernier, le milieu hollandais du TFC, l'étonnant Branco van den Boomen. Ah ouais, non mais c'est affolant, ce mec-là, mais c'est un peu le Lionel Messi de la Ligue 2, vraiment. Toute proportion gardée, évidemment. Toute proportion gardée, mais c'est le Lionel Messi, bien sûr, du FC Barcelone, pas du PSG. Mais non, il y avait Benjamin Hiver qui était pas mal en termes de Lionel Messi. C'est vrai. 33 matchs, 12 buts, 20 passes décisives. Donc ça fait quand même que décisif à tous les matchs quasiment dont il joue. Mais c'est vraiment le symbole de cette politique sportive complètement réussie depuis que le TFC est descendu en Ligue 2 parce qu'il a été acheté
350 000 euros à De Graafschap en D2 néerlandaise. Et actuellement, Transfermarkt a réactualisé toutes les valeurs du championnat de Ligue 2. Et maintenant, il en vaudrait au moins 4,5 millions. Et je pense même que... On avait dit quoi, 25-26 ans? Ouais, 26. 26, c'est un mec qui peut même en vouloir presque 8-10. J'aurais dit 10 millions, ouais. Mais bon, mais voilà. Alors, le problème, c'est que je lui cherche des défauts et quand je regarde sa partie contre Auxerre, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, un doublé. Peut-être un peu moins mirobolant sur la deuxième mi-temps, mais bon, c'est vrai que finalement, les JOCR avaient mieux joué à 10 qu'à 11 contre 11. Et ça avait donné cette sublime frappe de Rémi Dugimon qui pour moi est quand même beaucoup plus jolie que le but de Branko Van Boomen qui est quand même actuellement en top dans les votes pour le plus beau but de la dernière journée de Ligue 2. Mais bon, voilà, moi tout ce que j'espère c'est que soit il reste en Ligue 1 l'année prochaine avec Toulouse ou dans une équipe au nez creux. Donc pas Lyon, mais pas le PSG, mais par exemple un Rennes qui est peut-être susceptible de perdre un Benjamin Bourigeaud. Oui, c'est vrai. Qui a changé d'agent, je sais plus. Je crois qu'il a pris l'agent de Romelu Lukaku. Ok. Donc voilà, mais... Là, il y a une cohérence à faire ça. Voilà. Après, le risque aussi, s'il reste, moi je pense à Bayo, le buteur de Clermont, qui était annoncé du côté de la D2 anglaise en début de saison. Même de Bordeaux d'ailleurs. Bordeaux, Dieu merci. Donc de la D2 française. Oh, elle est pas mal. Non, puis... Moi, le vrai questionnement que j'ai sur ça, c'est est-ce qu'il va rester dans l'euphorie de cette équipe? Parce que ça se trouve, Toulouse va performer comme Clermont l'a fait sur le mois d'août et va un peu plus faire face à la réalité de la Ligue 1 ensuite. Mais c'est vrai que Rennes, il y a de la pertinence dans ce transfert-là. Il faudra qu'il soit positionné correctement dans l'axe. Si je dis pas de bêtises, Genesio joue en 4-3-3, donc à voir le rôle qu'il pourra avoir. Mais oui, au vu de sa saison extraordinaire, même son deuxième but face à Auxerre, c'est un amour de contrôle. Donc non, c'est une vraie surprise. Non, et en plus, c'est vrai que c'est quasiment sûr que Toulouse, et encore, ils sont qu'à 4 points du PFC. Du PFC, donc à 6 d'Auxerre, malheureusement. Mais ce sera un véritable gros test pour Montagnier, le retour en Ligue 1. Oui, on va voir si de toute façon, le TFC monte en Ligue 1 et si Branko Van Den Boomen reste du côté de la France aussi, part aussi peut-être à l'étranger, on ne l'a pas évoqué, mais c'est possible aussi que pas mal de clubs étrangers se soient positionnés sur ce cas. On passe du côté des flops maintenant avec toi Théo, on retourne sur toi. On pensait l'Inter bien parti pour un deuxième scudetto d'affilée, mais les choses se compliquent pour les Nerazzurri qui restent tout de même 3e du championnat à 6 points de l'AC Milan avec un match en moins. Mais toi Théo, tu veux nous parler de quelque chose qui a changé, notamment l'approche tactique de Simone Inzaghi. Ouais, exactement Lorenzo. 7 points d'avance, c'est le total qu'avait l'Inter avant le doublé de Giroud, fin février lors de ce derby della Madonnina. Et depuis, que de points perdus. Et puis surtout cette approche tactique de Simone Inzaghi qui est regrettable parce que, alors oui, il y a eu l'absence des hommes forts. Ils ont perdu Brozovic qui revient, qui a prolongé d'ailleurs jusqu'en 2026. Mais tactiquement parlant, tu as vraiment du mal à faire tourner ce 3-5-2 correctement avec Inzaghi parce que dès qu'un joueur manque, il est dans vraiment cette difficulté à se repositionner tactiquement, à l'instar d'un entraîneur comme Pioli qui a un effectif beaucoup moins brillant que celui de l'Inter. L'Inter est de loin, à l'exception peut-être de la doublure du gardien et de Vrij, l'effectif le plus complet. Donc tu perds beaucoup de points, tu fais encore un nul assez regrettable face à la Fiorentina ce week-end. Et tu as un Napoli qui était parti en trombe en début de saison qui revient bien. Ils ont ce match de retard, l'Inter face à Bologne, qui va peut-être leur permettre de revenir à 3 points du Milan AC. Mais globalement, Simone Inzaghi, c'est décevant, oui, parce que c'est décevant. Tu perds ces 7 points de manière assez inimaginable. Moi, j'ai aussi ces regrets des changements tactiques face à Liverpool, où tu aurais pu tenter autre chose, tu aurais pu tenter mieux que d'être que du changement poste pour poste. L'entrée de Danilo D'Ambrosio, avec tout le respect que j'ai pour lui, tu as mieux à faire, tu as mieux à proposer. Et ça se répercute aussi en championnat où petit à petit l'Inter perd des points. Le gros test, et surtout pour moi le dernier gros test qu'ils auront, c'est ce week-end. Le week-end prochain, Juve-Inter. C'est la dernière chance probablement pour l'Inter de se rapprocher de ce top 3. Parce que dans le même temps et sur cette même journée, l'Atalanta affrontera le Napoli. Donc ça ressemble quand même à un match de la dernière chance avec Enrico Morricone et Sergio Leone aux commandes. Mais ça ressemble vraiment à un match de la dernière chance pour Simone Inzaghi, qui surtout, et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en flop, joue sa tête à l'Inter. La presse italienne a été unanime par rapport à ça. S'il passe d'un scudetto à une deuxième ou troisième place, ce serait probablement le départ de Simone Inzaghi qui se faufilerait derrière. Et c'est dommage, parce que après tu vois les mêmes choses que certains. Déjà, la presse italienne reprochait à Simone Inzaghi lorsqu'il était à la Lazio. Exactement, oui. Et puis, je vais dire, la transition était tout trouvée pour le top.
Ah bah oui, la même chose que la Lazio. Il y a eu une chose que la Lazio, parce que la Lazio inquiète, surtout après sa 5 défaite 3-0 lors du derby le week-end dernier face à la Roma. Est-ce qu'il y a le feu chez les Romains? Un peu quand même, c'est vrai que finalement si Simone Inzaghi était parfois remis en cause du côté de la Lazio, Maurizio Sarri commence à l'être tout autant. Surtout que face à José Mourinho, tu sens que cette fois-ci il avait préparé le derby de Rome, mais de manière très carrée par rapport au match aller, où le match aller, l'AS Roma n'avait absolument pas existé face à la Lazio. Là, la Lazio a existé dans la possession, mais un Mourinho qui pourtant avait joué en milieu de semaine un match plutôt compliqué face au Vitesse Arnhem, où il a fallu quand même cravacher. Ils ont égalisé vers la 90e minute, hein, si je ne me trompe pas. Donc beaucoup de ressources mentales, surtout que José Mourinho, il avait dit que je n'ai que 12 ou 13 joueurs professionnels, qu'il avait commencé déjà à balancer des excuses en disant que nous, le jeudi, là... alors, c'était une espèce d'excuse et en même temps une vanne en disant que les joueurs de la Lazio étaient, pendant que nous on est en train de cravacher, les joueurs de la Lazio étaient en train de fumer une cigarette avec Maurizio Sarri. Tu ne sais pas si c'est une... D'ailleurs, c'est peut-être tout le génie de Mourinho, c'est que tu ne sais pas si c'est une vanne ou si c'est un regret. Toujours un fond de vérité dans les blagues. Hein. Ouais. Mais voilà, bon, ce sera sûrement une transition toute trouvée pour le débat qui va suivre, parce que si tu regardes les buts, il y a des prestations honteuses de Luis Felipe, de Francesco Acerbi, et surtout de Ciro Immobile, qui était peut-être un présage. Pour moi, l'enjeu là-dessus aussi pour la Lazio, rapidement avant le débat, c'est on sait que Mauricio Sarri a besoin de qualité de relance pour ses centraux, qualité qu'il n'a pas. À Cherby, il joue en Timberland, c'est abominable. Je me souviens de match avec l'Italie où tu ne savais pas s'il était 10, 6 ou numéro 3. Mais il est capable de marquer des buts. Et là, quand il montait avec le ballon, tu n'étais pas serein. Tu as une vision. Tu demandes la passe à 10 mètres, il te la met en touche. Donc c'est compliqué. Et puis Luis Felipe est largué aussi. Et la probable arrivée d'Alessio Romagnoli libre du côté de la Lazio, même s'il a été formé à la Roma, on sait que son cœur est là d'y aller, va à mon sens faire beaucoup de bien à la Lazio de Sarri, si Sarri reste, parce qu'on sait que la qualité de relance c'est quelque chose de fondamental dans le jeu de Mauricio Sarri, et avec cette charnière centrale là actuellement, tu peux pas en espérer grand chose malheureusement. Mais Luis Felipe va partir au Betis Séville. C'est fait? C'est quasi fait? Je crois que j'ai signé, oui. Il me semble qu'il est... D'ailleurs, ça m'a semblé bizarre, limite, qu'il se fasse appeler par Mancini et qu'il part au Betis Séville. Je me suis dit, il va partir des radars, ce qui n'est pas plus mal, mais... avec le Betis, ça va. Oui, il va y avoir du jeu, ce serait quoi? Ce sera avec Marc Bartra, l'association? Oui, Marc Bartra, mais qui cette année pas trop avec le Betis. Betis qui fait une saison fantastique, donc la Lazio qui est pour l'instant 7ème de Serie A. D'ailleurs, en perdant le derby de Rome, l'AS Roma a chippé la place de... Alors qu'ils avaient commencé la semaine en étant 5e. Ils avaient battu Venezia 1-0, ils étaient 5e au début de la semaine. Qui pourrait se retrouver sans Coupe d'Europe l'année prochaine, ce serait quand même assez dommage pour... Je crois que c'est l'Atalanta qui est sorti des Coupes d'Europe avec cette défaite. Oui, l'Atalanta qui fait une saison assez compliquée. C'est donc terminé pour ce top flop. On va partir pour le débat sur l'équipe d'Italie. C'est parti. Comment passer du rêve au cauchemar en 7 petits mois après son superbe Euro l'été dernier qui s'est concrétisé par une victoire en finale contre l'Angleterre? On pensait la Squadra Azzurra repartie comme en l'an 40, si je puis dire, avec un nouvel élan. Ouais, parce que dans les années 40, la Squadra Azzurra, l'Italie, c'était pas ouf, hein, mine de rien. Une nouvelle génération censée... Surtout l'homme, sur le sectionnaire à la tête. Une nouvelle génération censée remettre l'Italie sur le toit du monde, et puis, non, en fait. Défaite en demi-finale de Ligue des Nations face à l'Espagne, une succession de matchs nuls en éliminatoire, et l'Italie se retrouve en barrage pour accéder à la Coupe du Monde. L'Italie retrouve donc la Macédoine du Nord avant d'a priori retrouver le Portugal pour une finale au sommet pour se retrouver en Coupe du Monde. Mais la catastrophe à la 91e minute sur une frappe d'Aleksandar Trajkovski arriva et fin du rêve pour la Squadra Azzurra qui revient à la case départ.
comme en 2018 ou même en 2017. Alors déjà, comment est-ce qu'on pourrait expliquer cette déconvenue si on revient un petit peu en arrière, à partir de quel moment ça a commencé à dérailler pour l'équipe d'Italie après sa victoire à l'Euro? Tu vois le moment où Chiellini il dit qu'il fallait manger des pâtes. Non, c'est Bonucci qui dit qu'il fallait manger des pâtes pour soulever le trophée. Bah, c'est à ce moment-là, tu vois. Dès qu'on soulève le trophée, c'est là où les problèmes commencent à arriver parce que, comme on le voit d'ailleurs sur toutes les nations qui remportent un trophée international, bah, elle arrive là et il y a un sas de décompression énorme. D'ailleurs, si on devait faire un petit parallèle avec le rugby après ce magnifique grand chelem, où c'est toujours bien de goûter les Anglais d'ailleurs, mais ça c'est autre chose. Après, il y a cette formation qui arrive quand même à rester au top après une victoire. Nous, on chute très vite. Hein, on chute très vite. Hein. Dès la fin de l'Euro. Le 2 septembre. Tu commences avec tu fais un match nul abominable face à la Bulgarie. Après, tu perds ta série d'invincibilité face à l'Espagne. Enfin, je vais laisser finir Aurélien, mais c'est que dès le début est cataclysmique dès le début. L'Italie a joué 7 matchs depuis son retour, depuis qu'elle est championne d'Europe. 2 victoires. 2 victoires. Demain on fera l'alphabet, Lorenzo. Lituanie, Belgique, 4 matchs nuls, 2 fois contre la Suisse, la Bulgarie et l'Irlande du Nord, et une défaite, l'Espagne en Ligue des Nations. Mais surtout, 10 buts marqués. Donc en 7 matchs, tu te dis, c'est pas trop mal. Il y en a 5 contre la Lituanie. Donc tu sentais déjà que c'était en train de baisser, que la fameuse pas la cohésion, mais en tout cas la réussite devant les buts était en train d'en prendre un sérieux coup. Et tu as surtout Jorginho qui ne savait plus tirer des pénaltys. Alors c'est vrai qu'il a déclaré après la défaite contre la Macédoine. Il pense encore son pénalty contre la Suisse raté. Ça fait mal. Pas son pénalty. Aux 2 pénaltys manqués. Non, mais voilà, ça fait trop mal. Bah ouais, ça fait trop mal, mais à un moment, ta façon de tirer, elle fait trop mal aussi. Donc ça, c'est le début, on va dire, le début de l'explication d'avoir perdu contre une nation dont les plus grands hommes, c'est Alexandre le Grand, et le deuxième, c'est un footballeur dont la calvitie dessine une bite. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est terrible. Mais du coup, comment on peut expliquer ce manque de réussite offensive, notamment? Est-ce qu'on peut l'expliquer déjà par les blessures? Parce que tu as un homme qui manque énormément devant, c'est Federico Chiesa. Ouais. Pour l'Italie, c'est l'un des facteurs, mais... Non, il y a trop de choses à... Enfin, dès le début, dès la fin de cet Euro-là, tu te dis la dynamique de ton attaque, elle en a pris un coup dans la gueule. Enfin... Ciro Immobile, pour moi, ça n'a jamais été un grand buteur avec la nationale, mais ça change pas grand-chose. Phase de poule. Et ce qui est terrible, c'est que là, tu comptes, pour moi, qu'il soit capitaine, le message hier, il est terrible. Il est terrible parce que Berardi est le seul qui s'est démené hier. C'est le seul qui tente. Ciro fait un match abominable, il sort à la 65e pour Lorenzo Pellegrini. Mais pour moi, le seul espoir que j'ai eu, et la seule fois où j'ai vu une Italie décomplexée sur ces 5 dernières rencontres, c'est face à la Lituanie. Et c'est là où tu avais 3 attaquants devant. Qui avaient 14 ans, qui attendaient de faire leur première fois avec impatience, mais qui avaient envie, qui avaient cette innocence-là. Quant à Scamacca et Raspadori fait une entrée... Mais il a été dangereux dès la première minute, alors que Fantôme Insigne là... Non, c'est terrible. La Gazzetta qui dit il est déjà prêt pour le Canada, mais c'est vrai. C'est vrai, et encore là, il est plus proche de faire une Andy Delors quand il va aller au Tigres qu'une Jermaine Defoe à Toronto d'ailleurs. Mais c'est terrible parce que là, le message, oui, il est vraiment apathique. Enfin, Lorenzo Insigne, il n'est plus fait pour le haut niveau, du moins en Italie. Ciro va probablement prendre sa retraite internationale avec bien trop de titularisation, bien trop d'importance portée à ce mec-là. Et pourtant, Dieu sait qu'on l'a protégé pendant l'Euro pour son jeu de haut but. Mais à un moment donné, quand t'es capocannoniere une saison sur 2 en Serie A, ton jeu de haut but, on s'en fout, t'es pas Brandao, quoi. Enfin, il faut passer au-dessus de ça. Et Berardi fait une bonne rencontre, mais Insigne Immobile, c'est abominable. Jorginho, Dieu merci, il est sorti rapidement, mais pour moi Tonali aura mérité plus de temps de jeu. Et puis un autre élément dont on parle peut-être pas assez, mais Emerson, Spinazzola, c'est pas le même combat, quoi. Ils ont le même maillot, mais ils ont pas la même passion. Spinazzola avait une telle importance dans le basculement du jeu, dans le repositionnement de Lorenzo Insigne dans l'axe quand il montait. Malheureusement, c'est à partir de la blessure de Spinazzola, puisque pendant l'Euro, l'Italie s'est quand même moins bien joué. Et finalement, la victoire contre l'Angleterre, ça s'est joué à... Pas grand chose. Mais si Spinazzola il n'avait pas des mollets en mousse aussi, on abordera peut-être la chose différemment. Et puis tactiquement, et je suis là où je suis vraiment déçu,
c'est l'approche tactique de Mancini hier, quand il fait rentrer Chiellini à la 88e minute de jeu. Il y a la blessure de Mancini, pas de souci, mais moi je revois Ventura à San Siro, quoi, qui demande à De Rossi de rentrer alors que tu as Lorenzo Insigne qui a les doigts de pied qui chauffent sur le banc. Donc tout est regrettable dans ce match, absolument tout, de la première à la dernière minute. Alors la frappe de 30 mètres où Donnarumma était probablement en train d'être concentré sur les billets qu'on lançait dans son dos, bon, à la limite, ok, mais tout est regrettable. Sur les 32 tirs, tu en as la moitié où on se dit ça va rentrer. Le gardien de la Macédoine fait un backflip alors que la balle passe à 14 mètres au-dessus. Et c'est terrible parce que moi je me voyais aux prolongations, je ne voyais pas gagner. Hier, j'étais très transpirant devant le match. Mais c'est terrible parce que ouais, une nouvelle fois, on va pas à la Coupe du Monde. Et j'espère qu'il y aura une vraie remise en question parce que là, tout est à revoir. Le 4-3-3, la Serie A, les jeunes. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment accabler Mancini? Notamment, tu as parlé du manque de confiance dans les jeunes. Vous avez parlé de Raspadori, mais aussi de joueurs comme, je sais pas, Skamaka, aussi qui, bon, jeune, oui et non. Mais 23 ans, c'est 23 jeune. ans, oui, il a 23 ans, Skamaka. J'ai avec un autre joueur, mais du coup, c'est vraiment quelque chose de regrettable. Et là, est-ce que. Le problème, c'est. Alors, est-ce qu'il y a des choses regrettables? Est-ce que c'est de la faute de Mancini que sur les 30 tirs, il n'y en ait que 5 cadrés? Et sachant que les 5 cadrés, j'en ai 4 en tête. Donc tu as Berardi qui aurait peut-être dû aller pousser le ballon un petit peu plus loin. Elle est terrible cette image. Mais tu as celle-ci, donc tu as aussi une autre frappe qui met qui est plein centre. Tu as une frappe d'Insigne, sa seule du match. Non, c'est pas sa seule du match d'ailleurs. Et tu as la tête sur corner. T'as la tête de Bastoni, d'ailleurs, énorme match de Bastoni, parce qu'à un moment il a fait un dépassement de fonction, c'est tout ce qu'on aime aussi chez un défenseur central. Mais me dire que l'Italie n'a pas réussi à être dangereuse sur 5 tirs d'un mec qui est en train de perdre sa place contre Luca Zidane au Rayo Vallecano, ça me fait un peu mal au derche. Et pourtant j'adore Luca Zidane, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi, pour la première fois de son histoire, l'Italie ne va pas à 2 mondiales consécutifs? Alors, il y a des erreurs de Mancini et pour une fois, c'est le fait d'avoir fait un groupe trop grand. C'est quelque chose qui est marquant de la part de Mancini, c'est vraiment qu'à chaque fois faire des rassemblements très. Et pourtant, je pense qu'on peut revenir au début d'ailleurs de notre podcast où on avait parlé de Mancini à la tête de la Squadra Azzurra. Et je me suis dit déjà, j'étais pas hyper convaincu. Et j'ai mangé mon pain noir et j'ai changé mon avis. Et en plus, j'ai pas envie de le tacler parce que ça fait 4 ans que j'attends qu'il soit. Mais là, l'erreur pour moi de Mancini, pour une fois, était donc ce groupe beaucoup trop grand de 33 joueurs. Alors parce que tu devais certes pallier les blessures éventuelles et même quasi certaines de Bonucci et de Chiellini. Mais là, en fait, tu es en mission commando. Et avoir 33 joueurs, non. Tu es 26 joueurs, oui, mais... Voilà, il fallait une âme de mission commando et... Puis surtout, pour moi, il y a une approche, tes 4-5 joueurs que tu envoies en tribune à 14h où tu expliques que certains ne vont pas jouer. Pour moi, Balotelli aurait dû avoir sa chance, il ne l'a pas eu. Pour moi, quand tu es une équipe en ruine comme ça, offensivement parlant, tu dois encore faire confiance aux derniers qui t'ont porté. Balotelli, c'est le dernier joueur qui a marqué pour l'Italie dans un mondial. Il aurait dû avoir sa chance. Le problème aussi avec les jeunes, on en parlait, la presse italienne en parlait ce matin. Sur l'équipe U21 de l'Italie, tu as un seul joueur qui joue en Serie A, qui est un joueur de l'Hellas Vérone dont le nom m'échappe. Il a 110 minutes. Cancellieri. Oui, il a 110 minutes de jeu. 192. Un peu plus que ce que je pensais. Et c'est terrible parce que tu donnes ça reflète plus largement des problèmes de l'Italie où tu es incapable de redorer cette jeune génération-là, tu es incapable de leur donner ce second souffle. La France s'est reconstruite comme ça entre 2012 et 2014 en faisant le deuil d'une génération entre 2006 et 2010 qui avait impressionné mais qui dès 2008 avait montré des limites flagrantes. L'Italie doit faire de même en dégageant un certain nombre de joueurs. On avait le même discours après le match face à la Suisse il y a quelques mois de cela. Pas grand chose n'a changé depuis. Enfin, le seul point de compréhension que j'aurais peut-être sur cette histoire du groupe large, pour moi, elle a peut-être aussi un lien avec la Coupe du Monde 90 et l'histoire de Mancini, qui a été l'un des seuls joueurs qui n'a jamais joué, qui n'a pas joué une seule minute de la compétition. On sait que c'est un tacticien qui est aujourd'hui à cœur de mettre tout le monde dans le jus. Il avait même fait rentrer Salvatore Sirigu lors de l'Euro. Donc on sait que c'est un joueur qui laissera personne sur le bord de la route. Malheureusement, là, tu dois faire des choix et il paye certaines grosses erreurs de son choix parce que la première chose que la Gazzetta dit ce matin, c'est que Tonali et Scamacca sont
les 2 prochains joueurs titulaires et que la retraite internationale pour Thiago approche et Jorginho c'était sûrement sa dernière en tant que grand joueur hier face à la mais Macédoine. en plus, c'est vrai que quand j'y pense, quand je revois le match de Ciro Immobile, je veux bien qu'on me dise que Mario Balotelli joue en Turquie à la Dama des Demirspor, mais à un moment, Ciro Immobile, il chope la balle, il est quasiment tout seul, et au lieu d'aller vers le but de Stole Dimitrievski, il se barre sur le côté et il se fait rattraper par le défenseur. Il y a une vraie approche mentale. Hein. Et ça va avoir un impact inévitablement un jour ou l'autre. Tu as un Verratti qui, psychologiquement parlant, subit énormément. Là, le match, l'état dans lequel il finit après, je n'ose même pas imaginer. Donnarumma qui est très jeune et qui est quand même là sur une saison qui est pas si facile que ça. Verratti et Donnarumma, ils viennent de vivre 15 jours particulièrement c'est dur. Et je me dis quel est l'impact. Est-ce que tu vas réussir à les remettre dans des bonnes conditions? Parce que Verratti, sa première Coupe du Monde, il avait 21 ans. Si l'Italie se qualifie à la prochaine, il en aura 33. C'est dur. C'est extrêmement dur de se dire que pour un mec comme ça qui pue le football, qui jouait avec les pros à 14 ans à Pescara, il va peut-être pas avoir la carrière qu'il mérite. Alors oui, il y a les blessures, oui, il y a les boîtes de nuit. On n'est pas là pour faire une Daniel Riolo. Mais la réalité, c'est qu'il passe à côté de grandes choses, qui fait probablement l'un des meilleurs matchs hier avec la nationale et avec Bastoni, mais que c'est pas du tout récompensé malheureusement. Quoi. Il y a au moins 3 passes clés qui doivent finir en passe décisive. Je crois que d'ailleurs c'est une... Ah, c'est ça, peut-être la troisième. Oui, c'est 3 frappes de Berardi. Sur les 5 cadrés, il me semble qu'il y a quand même 3 frappes possible, de Berardi. C'est possible. Et du coup, maintenant qu'on a parlé de cette défaite contre la Macédoine du Nord et tout ce qui allait pas, comment reconstruire le groupe pour la prochaine échéance finalement, c'est l'Euro 2024. Donc c'est dans très longtemps, c'est comme traverser du désert. Ouais, mais t'as la Ligue des Nations qui va arriver et mine de rien, ça va être obligé à se remettre dans le jus direct. Et du coup, quel 11 vous mettriez pour notamment pour les prochaines échéances en Ligue des Nations? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qui est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut dégager? Parce que Bonucci, Chiellini, c'était très bon, c'était hyper solide pendant l'Euro, mais au bout d'un moment, ils ont mis 40 ans les gens, les deux quoi. Donc au bout d'un moment, faut. Est-ce que Bastoni Mancini, c'est une charnière qui est viable sur le long terme pour l'Italie ou pas? C'est vrai que là le problème, elle m'a plu quand même cette charnière, mais c'est vrai que il y a eu que je dise pas de bêtises, je l'ai la stat, mais il me semble que il n'y a eu que 4 frappes de la Macédoine, donc je peux pas juger malheureusement. Ça a été solide, non. Je peux pas juger un Mancini-Bastoni sur 4 frappes, mais Mancini n'est pas le titulaire en puissance, mais Bastoni va le devenir. Il faut que tu sortes un central droit avec une bonne patte, pied droit, ce qu'on n'a pas actuellement sur le marché. J'exclus Acerbi, Romagnoli est gaucher. Donc ça, il va aussi falloir laisser le temps. Bon, Daniele Rugani, c'est plus un joueur de football, mais ça date pas d'hier. Donc tu vas devoir laisser ce temps-là. À gauche, tu as Spinazzola qui grandit bien. Pellegrini, pour moi, doit avoir une importance dans les années à venir. Le pari que je tenterai à droite, c'est Bellanova, qui revient très bien avec Cagliari et qui est en passe d'être acheté par le club sarde. Bellanova, pour l'anecdote, il était avec les U19 de Milan. Il n'a jamais joué. Il a été envoyé à Bordeaux où il a joué un match. Acheté par l'Atalanta. Non, prêté à l'Atalanta. Prêté à Cagliari. Et là, Cagliari est sur le point de l'acheter parce qu'il fait une très belle saison derrière avec Lovato, d'ailleurs, un autre jeune joueur. Ce sont les deux seuls en espoir, parce qu'en fait, quand Théo parlait de Las Véron et de Cancelleri, Cancelleri, c'est le seul joueur à jouer dans le top 10 de la Serie A, et encore, on a dit jouer 192 minutes. Mais sinon, les deux seuls titulaires, c'est vraiment Lovato et Bellanova. Sachant que. Mais Cagliari est 17ème. Donc l'enjeu, il est sur ça. Ton milieu de terrain, Tonali doit devenir la pierre angulaire en lieu et place de Jorginho. Barella, c'est toujours pareil. C'est un joueur qui a une pression et un rôle tel dans le club qui peut être vite cramé. Il était cramé à la 55e minute de jeu à l'Euro. Donc là aussi, tu dois réfléchir à une rotation pertinente. Verratti n'est pas éternel, je pense qu'il va falloir aussi songer à le remplacer. Donc tu as Locatelli en arme, tu as Tonali. Malheureusement, j'aimerais voir Zaniolo dans ce milieu à 3, mais j'ai très peur que ça devienne le futur Cassano, parce que quand tu as 18 ans, on parle plus de toi en dehors que sur le terrain. Il y a un mental à remettre en place. Et devant, c'est peut-être le plus grand chantier, où à part Berardi, moi je placardise les deux autres. De toute façon, Insigne, je pense qu'en partant au Canada, il va assez largement s'écarter de la nationale. Donc tu lances un Scamacca en pointe, tu fais confiance à Raspadori à gauche et tu espères que tu vas avoir un autre phénomène qui va sortir de cette misère-là. Colombo, moi j'ai de l'espoir dans ce type parce qu'il a été lancé trop vite pour moi à Milan. Il a été titulaire sur des rencontres en Europa League où il n'avait pas les épaules. Avec la Spal en Série B cette saison, il fait de très belles choses.
Mais dans tous les cas, t'as rien à perdre. Moi, on joue mardi face à la Turquie. Tu parlais des prochaines séances. C'est le match de la honte globalement. Tout le monde, personne n'a rien à faire de ce match. Et je comprends pas l'enjeu non plus. J'ai limite plus de peine pour la Turquie avec un Burak Yilmaz qui a annoncé sa retraite internationale et qui a fait un match quasiment héroïque face au Portugal hier. Et j'ai limite plus de peine pour la Turquie qui va devoir se démener à jouer ce match-là parce que bon, pour l'Italie là, à part faire tourner, c'est un match de la honte, donc il va falloir jouer intelligemment, peut-être revoir une compo totalement remaniée comme face à la Lituanie. L'essentiel, c'est de repartir toute proportion gardée avec un minimum d'espoir de ces deux matchs-là. Et on l'a vu, il y a tout à revoir dans cette 11-là. Ouais, il faut aussi... tu vois, par exemple, qu'est-ce qu'il faut refaire point stat, j'aime beaucoup. L'Italie, c'est quand même 62% de joueurs étrangers dans les 5 grands championnats, mis à part l'Angleterre. Et encore, l'Angleterre, on voit ce que ça fait en sélection. Alors, certes, ça fait finale, mais il y a quand même l'arbre qui cache la forêt. Il n'y a que l'Angleterre qui a 65%, sinon la France est à 54%, l'Espagne à 43,6% et 54% en Bundesliga comme la France. Mais là où, en fait, oui, ça fait mal. Ça fait mal, cette sélection espoir. Où l'Italie est obligée d'aller chercher des Azzurrini à la Cremonese, à Pordenone et à Pisa, alors que prend la sélection... Je vais trouver ma liste. Mais prends la sélection de l'équipe de France Espoir, t'as des mecs du Real Madrid, de l'Olympique Lyonnais, de Crystal Palace, de l'AS Monaco, du Bayer Leverkusen, de Nice, du Milan AC. Circalolo, ouais. Pense à toi. Non mais, alors ok, t'as Stéphane Bagic qui est au FC Pau et Dietch qui est au FC Serein, mais en fait, t'as que des joueurs, mine de rien, qui sont, première chose, titulaires dans leur club, ou au moins... Avec un temps de jeu considérable. Avec un temps de jeu assez important. Et derrière, et en fait, il y a même Gabriele Gravina, je l'entendais, le président de la FIGC, de la fédération italienne, il disait qu'au sein de la Primavera, il y avait 30% d'Italiens dans la Primavera. Et il va pas se faire des copains avec les clubs déjà qui s'entendaient pas forcément très bien avec, mais... Oui, parce qu'en plus, il a déclaré que les clubs en avaient rien à foutre de... Oui, de la sélection nationale. La sélection nationale. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est à l'image des sélectionneurs italiens qui n'en ont pas grand-chose à foutre aussi des Coupes d'Europe. Enfin, c'est peut-être là aussi que tu dois remettre en question l'intégralité de ton football et pas que cette triste défaite-là parce qu'il y a plus loin à voir, plus grand. En plus, ouais, tu parles de la Coupe d'Europe, la Juventus qui se fait éliminer maintenant en 8e de finale. T'as que l'Inter qui a fait une finale d'Europa League, ouais. Sachant que avant, depuis plusieurs décennies, je crois que depuis en fait la création même de la C1, tu avais toujours un club italien qui gagnait au moins une coupe d'Europe par décennie. Et en fait, finalement, ça s'explique aussi par le football italien qui a beaucoup de mal en Coupe d'Europe et ça fait combien de temps qu'un club italien n'a pas eu une Coupe d'Europe Milan AC 2007. Oh, ça fait 15 ans, mon Dieu. Ouais. Non, l'Inter, Ligue des Champions. L'Inter 2010, le L'Inter 2010, oui, effectivement. On va pas les oublier quand même, José. Non, mais c'est finalement, c'est symptomatique du mal-être un petit peu du football italien, même si l'Euro était un petit peu une parenthèse enchantée, même si c'est un travail qui était sur 2-3 ans de la part de Mancini, qui était vraiment de qualité. Là, en fait, on est de retour en 2016. On est de retour en 2016 où tu as Conte qui avait fait une équipe mi-grabataire, il a réussi à faire de Jack Herrigny un joueur de foot. Hein. Ouais, moi, je le remercierai jamais assez pour ça. Hein. Non, mais mi-flingués, qui ont retrouvé leur jeunesse pendant l'été. Sauf que, alors, certes, comme Mancini, là, il n'a pas la génération flinguée de Ventura. Oui. Mais d'ailleurs, s'il y a bien quelqu'un qui doit être un peu réhabilité actuellement, c'est Jean-Pierre. Hein, ouais. Parce que Jean-Pierre, il avait vraiment une équipe flinguée. Alors oui, il faisait des choix tactiques cataclysmiques. Mais quand tu regardes, finalement, Roberto Mancini fait la même chose. Puis Ventura, qu'on avait retrouvé au fin fond de la Tanzanie 2 jours après l'élimination, je pense que ça n'avait pas joué aussi en sa faveur. Mais non, il y a beaucoup de choses à revoir, en tout cas Lorenzo là-dessus, de A à Z. Et dans tous les cas, et c'est peut-être le plus important à retenir de ça, c'est pas que les 11 joueurs que tu vois sur le terrain qui sont à blâmer, c'est l'intégralité du système du football italien. Et c'est peut-être dans ces grands moments d'échec-là qu'on doit prendre conscience des choses.
Donc j'espère que dès la Nation League l'an prochain, l'Italie arrivera avec des intentions différentes. Avec des intentions, des joueurs différents. Il doit y avoir un roulement au niveau de la génération des joueurs qui jouent sur le terrain, avec pas mal de joueurs qui vont soit prendre leur retraite internationale, soit qui vont regarder petit à petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 joueurs sur les 33. Je te mettrai sur l'alphabet aussi demain. 13 joueurs sur les 33 qui ont moins de 26 ans. Parce que forcément, j'ai calculé jusqu'au prochain mondial où forcément un joueur dépassé qui a plus de 30 ans, ça commence pas forcément à être... Donc 13 joueurs sur 33. Donc, il faut garder les idées de Mancini, celles qui ont payé pendant l'Euro, avec des joueurs et une nouvelle génération qui sera là. Évidemment, avec le retour, on l'a vu à quel point ça faisait mal l'absence de Federico Chiesa. Et bon, c'est pas anodin aussi non plus que l'Italie aussi joue beaucoup moins bien sans lui. Et ça va être une des clés pour la reconstruction de l'Italie au niveau international. C'est donc terminé pour ce débat sur la faillite de l'Italie contre la Macédoine du Nord. On passe directement au match à voir du week-end avec l'équipe de France. C'est parti. Les matchs à voir du week-end, enfin le match à voir du week-end de ce vendredi soir entre la France et la Côte d'Ivoire. Un match de préparation pour la Coupe du Monde finalement, qui est lancé longtemps. Ça fait office de match de préparation. Ouais, même pour la Ligue des Nations. Hein. Pour la Ligue des Nations, oui, il y a des matchs. Il y a de la Ligue des Nations. Il y a la Ligue des Nations avant, oui. Donc du coup, est-ce que c'est l'occasion pour Didier Deschamps enfin de lancer les nouveaux appelés comme Christopher Nkunku ou encore Jonathan Klaus dans le 11 titulaire face à la Côte d'Ivoire? En tout cas, ce serait apparemment de ce qui se murmure, comment ce serait la véritable première pour Christopher Nkunku. Moi, ça me fait Il a déjà été appelé ou pas Nkunku? Non, jamais appelé. Non, toujours en espoir. D'ailleurs, moi, ça me fait toujours rire parce que la dernière image qu'il a laissée en France, c'est un penalty raté contre Rennes. Contre Rennes. Mais non, mais sinon, pour le moment, c'est vrai qu'on a l'air de poursuivre dans ce 3-4-3, 3-5-2. Mais qui est pas mal, qui en plus exploite toutes les qualités dont regorge le réservoir français. Je ne serais pas étonné de voir Jonathan Klaus en piston droit. Je pense qu'il va prendre du temps de jeu, mais je pense que dans les compos probables, c'était Coman qui était annoncé. Ouais, c'est Coman, ouais. Mais si Nkunku joue, c'est du coup pour pallier à la... Kanté ne sera pas titulaire, donc ça veut dire que tu positionnes... Chouameni Pogba, Griezmann en 10 et Nkunku Giroud. Tu tentes un positionnement comme ça? C'est ça, Griezmann, Giroud au Ben Yedder et avec Nkunku parce qu'on sait qu'Nkunku joue en pointe à côté de Poulsen dans le 4-4-2 de Leipzig. Donc c'est vraiment une complémentarité assez intéressante, je trouve. Nkunku n'est pas un buteur, mais dans ce style de faux neuf, il fait des ravages avec Leipzig cette année. Giroud est un excellent joueur de haut but et Griezmann a encore une projection offensive. Il aura moins à soucier du repli défensif avec les deux monstres que tu as derrière toi. Donc c'est une très belle équipe, c'est intéressant. La dernière fois que la France était au Vélodrome, on est d'accord que c'était pour la demi face à l'Allemagne en 2016. Exactement. Donc un stade qui réussit à Antoine Griezmann. Et gros match d'Olivier Giroud. Un très gros match à l'époque. Même s'il s'était fait rattraper par Ovedes sur une pointe où il avait 14 mètres d'avance. Et pourtant Ovedes c'est pas connu aussi pour... Putain, il a joué à la Juve, je viens d'avoir un flashback de Bénédicte Ovedes qui a joué, je viens d'avoir un flashback, c'est terrible. Avant d'aller à Schalke. Non, après être allé à Schalke en 2017-2018. Il a joué latéral gauche, je me souviens. C'est horrible. Enfin bref, j'ai mal à j'ai mal à mon football de penser à ça. Et puis pour finir sur les choses intéressantes à voir sur ce match, Lorenzo, il y a évidemment cette charnière centrale, c'est ce jeu à 3 où tu mets un peu moins de responsabilité à Varane qui n'est pas un grand défenseur, on le sait tous aujourd'hui. Et puis tu t'en donnes un peu plus à Koundé quand il est plus mi-latéral droit, forcément c'est intéressant. Tu en donnes un peu plus à Lucas Hernandez aussi. Pavard aurait pu jouer en centrale, mais il est malheureusement positif au Covid. Donc tu remets un peu de... Pour moi, plus le temps passe et plus elle se complète. Didier Deschamps a eu cette phase un peu à vide après l'élimination face à la Suisse où tu t'es dit vers quelle direction ça prend. Si on voit une belle équipe de France dans ce premier match-là, ça peut donner des choses intéressantes parce qu'on le sait, depuis que Benzema est revenu, Deschamps a remodelé son système de jeu et je trouve ce 3-5-2 très intéressant personnellement. Et tu vois, c'est vrai qu'on a fait le débat avec l'Italie, mais là
C'est vrai que Didier Deschamps, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas hésité à changer avec son 4-2-3-1, à le changer en le mettant à 3-5-2. La dernière fois que l'équipe de France a dû jouer en 3-5-2, c'était peut-être sous Stéphane Kovac. Moi, j'aurais dit sous l'époque où Blanc, Laurent Blanc était peut-être l'un des meilleurs libéraux du monde. Peut-être qu'il a eu cette importance-là. Je sais pas, j'étais pas né à cette époque-là. Non, qu'il a déjà joué. Non, parce que Jacquet kiffait son 4-4-2. Okay. Son 4-4-2 avec des ailiers Zidane, Djorkaeff. Hein. Ok. Donc un 4-4-2 tout relatif. Non, il y avait Dugarry aussi, mais Djorkaeff était mis sur le côté. Alors que... Puis c'est surtout que Aurélien disait très justement, il ne faut pas oublier qu'à la Coupe du Monde 2018, ton piston gauche c'est Matuidi, ton piston droit c'est Mbappé. Et quand tu vois l'évolution de ces deux joueurs-là, où le premier forcément n'est plus sollicité parce qu'il le sait, à 34-35 ans, il a résilié en plus son contrat avec l'Inter Miami récemment, tu n'es plus une pierre angulaire de ton 11, et puis Mbappé est progressivement devenu le buteur titulaire dans l'axe. Donc il y a une progression qui est intéressante sur tous les plans de jeu pour cette équipe de France-là. Et on espère que pour Mancini, il aura aussi cette intelligence de jeu-là de se dire je fais confiance à une partie de l'équipe, mais je prends aussi ce parti pris d'en changer une autre. Parce que par exemple, un Raspadori en numéro 10, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais ailier gauche apparemment aussi. Ça va être l'occasion de toute façon ce soir pour la France contre la Côte d'Ivoire de perfectionner ce 3-5-2 face à une équipe qui était compétitive quand même durant la CAN, donc ça risque d'être quand même un beau match. On attend un quintuplé de Giroud pour qu'il dépasse Thierry Henry et comme ça. On attendait peut-être de Sébastien là. Mais j'accepte les buts de Sébastien. C'est vrai qu'il sera là, Sébastien. Oui, il sera là, ça va être beau quand même un triplé Sébastien là face à la France. Mais tant qu'il y a un quadruplé de Giroud, en fait. Donc ça va être beau. C'est donc terminé pour les matchs à voir du week-end. On va passer très vite au quiz. C'est parti. Donc un quiz un peu spécial que j'ai concocté grâce à l'actualité, la défaite de l'Italie hier. J'en étais sûr. Malheureusement, je ne vais pas faire comme avec le PSG où c'était sur les déconvenus du PSG avec des champions. Ça ne va pas être que sur les déconvenus de l'Italie à la Coupe du Monde, donc il y en a quelques-unes évidemment. Ça va être sur l'Italie en Merci Coupe de le du rappeler. Monde. L'Italie en Coupe du Monde. Du coup, on va remonter très loin pour arriver plus récemment. Première question, donc question de rapidité évidemment. Comment parce que ma feuille était quand même face là, je jure devant Dieu, et pourtant j'ai reçu un papier Jésus t'aime quand j'étais dans le métro. Première question, comment se nommait l'entraîneur italien lors des 2 premières victoires italiennes en Coupe du Monde? Merde. Alors là. Oh mais si. Non mais non, en plus on le sait. Les spécialistes du football italien. Oh non. C'est pas Giuseppe Meazza, c'est pas. Mais non, c'est l'autre daron là. Putain. Je vais dire Albertini, mais non. 10, 9. Oh, vas-y, 10 en prénom. 8, 7, je sais pas. 6. Oh non mais. C'était. Bah tu l'auras pas de toute façon. Vittorio Pozzo. Eh oui, Pozzo. Mais bon, ça ne putain, pas. Si. Deuxième question, on fait un bond dans le futur de 50 ans. Où s'est jouée la finale contre l'Allemagne en 82 pour l'Italie? Barcelone. Non, je veux le stade, mais non, c'est pas Barcelone. Ah, le nom du stade, c'est le nom du stade de l'Espagnol Barcelone. Non. J'attends des réponses. Piguan, le stade de Séville, et Stadio Piguan. Non, c'est Sanchez. Santiago Bernabéu. Santiago Ouais, bah oui, j'ai bien cherché en plus. 1-0 pour Théo. Troisième question. Pardon. On passe 4 ans plus tard. Quel joueur français a marqué le second but contre l'Italie en 8ème de finale de la Coupe du Monde 86? Non. Voilà, celui-là. Là, je suis en bâtard un peu. 6. Commence par un S. J'ai un petit indice quand même. Ah si, Stopira. Yannick Stopira, bien joué Aurélien. Un partout. J'aurais jamais eu. Je l'ai lu il y a quelques minutes sur. En tout cas sur mon téléphone. 4 ans plus tard, 90. Qui était dans les cages italiennes lors de la défaite de l'Italie face à l'Argentine? Dinosaure. Non, mais non, c'est. Argentine, Diego Maradona en 90. Putain, c'est l'entraîneur à la casquette là. Ah, Zeman? Non. Comment Presque, mais. Oh putain, mais. Oh là là, c'est pas Zeman. C'est pas Zeman. Zeftan. Ah putain. 5, 4, 3. J'ai vu son nom, Zeman, un truc comme ça. Walter. Zenga. Bah ouais. Zenga. Oui, Oh. mais ça compte pas. Hein. Toujours un partout. Putain, mais oui, je l'avais. 394. Qui perd face à l'Italie en demi-finale? 94. Bulgarie. Bulgarie. Stoïkov. Bah oui. 2-1. Et la suite de mes questions sur téléphone, parce que pendant que vous parliez, j'ai fini le quiz parce qu'il avait cette question. 2-1 du coup pour Aurélien. 98 maintenant. Oui. Qui marque le 4ème tir au but de l'équipe de France face à l'Italie en 98? Djorkaeff. Non.
Dugarry. Non. À ton tour. Blanc. C'est Laurent Blanc, bien joué. Putain. 3-1 pour Putain. Aurélien. 2002 maintenant. Magnifique Coupe du Monde 2002. Byron Moreno. Byron Moreno. Il a du Qui sens. a marqué contre la Corée du Sud? Totti. Non. Del Piero. Tony. Ah non, il était pas là. Euh, C'est compliqué là. Milieu. À ton tour. C'est un milieu. C'est Je un ne dis rien. Putain. Maldini. Non. Del Vecchio. Non. Ah, vous êtes naze, hein. Franchement, la défaite, elle a fait mal. Ah si, je sais. Bobo Vieri. Bobo Vieri, Ah, bien joué. putain. C'était au 3-2. 2006. Qui tire le corner pour Materazzi en finale? Pirlo. Ouais, Pirlo, 3-3. Il reste 2 questions. 2010. Qui marque un doublé pour la Slovaquie en phase de poule? Marakamchik. Non. Robert Vitek. Vitek. Oh putain. Aurélien. J'étais sur le but de Collier à la fin du match, moi. Putain, je l'ai jamais eu. Dernière question. 2014. Qui marque pour le Costa Rica? Victor Ruiz. C'est pas son prénom. Victor Ruiz. Ah, Fabien Costa Ruiz. Ruiz. Non, Non. Victor. C'est Ruiz, mais on. Bah oui, mais. C'est pas Victor Ruiz son prénom. Non, Victor Ruiz, c'est le défenseur espagnol du Real. Ah, Non, c'est pas Fabien. Qui a joué au Sporting Mais oui, il a joué au Sporting. Oui. Ah non, on a son nom de famille, c'est horrible. Et ça compte pas en plus, ça compte pas le nom de famille. Parce que je l'avais en premier. Ah Je l'ai pas. Le prénom, je l'aurais pas. C'est Brian Ruiz. Brian Ruiz, désolé Oh Théo. là 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 là, c'est terrible. Ça de joue faire à ça. rien, et surtout que c'est chiant parce qu'il y aurait eu une égalité, j'aurais cherché une autre question. Ça c'est donc joué c'est à rien. Mais malheureusement, Aurélien, Putain, je perds sur un doublé de Robert Vitek, c'est franchement, horrible. c'était un peu naze, mais c'était beau. Franchement, il y avait de la tension. il y Non, avait et de la- 2002, c'est abominable qu'on l'ait pas eu. Parce que Bobo Vieri, c'était le seul danger devant en plus. Ah, ils ont reviré en 2002 pour l'Italie contre la Corée du Sud. Donc c'est Aurélien qui remporte pour une deuxième semaine consécutive son quiz face à Théo. Là, c'était très peu, donc peut-être que la prochaine fois. Ouais, sachant que Zenga et Pozzo, j'étais pas loin. Ah ouais, mais Zenga et Pozzo, c'est. Oh, Zenga. Parce qu'en plus, il a vanné l'Italie la semaine dernière. Je me souviens de sa déclaration à Zenga, je suis dégoûté. Et donc voilà, Aurélien qui remporte le quiz. Merci à Théo et Aurélien d'avoir suivi lors de cette émission. Merci à Alexandre de nous avoir aidé en régie. Merci à vous de nous suivre sur YouTube et Spotify. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Donc, première attention. Bon week-end à tous. Et gros bisous. Second poteau Pavard.